remise en cause en fait juridique du dispositif que je vois mal comment il pourrait survivre à l'année 2026. Bienvenue dans IA Ethic Insider, le podcast qui explore les tensions, les opportunités d'une intelligence artificielle au service du vivant et du bien commun. Aujourd'hui, on reçoit de nouveau Sidi Juste. Bon, je te laisserai te présenter rapidement, mais a priori les auditeurs devraient commencer à te connaître. On s'est dit que ce serait pas mal de faire sur ce format un petit point décryptage parce qu'il se passe un max de choses sur le plan de l'actualité, souveraineté, loi, enfin bref, part dans tous les sens. Heureusement, on a Sidi qui est là pour nous aider à décrypter tout ça, mieux comprendre ce langage et surtout l'impact que ça a pour nous Européens, mais aussi voir ce qui se passe côté outre-Atlantique, parce que pour rappel, Sidi est basé au Canada. Merci Daphné, bonjour. En deux mots, effectivement, je suis avocat au barreau de Paris, également avocat au barreau de Montréal. Que j'ai rejoint il y a quelques mois et en plus de mes activités en France et en Europe en tant qu'avocat indépendant, j'ai rejoint aussi CEBA Avocat qui est une structure de premier plan, une firme de premier plan en gouvernance des risques cyber, de la data et avec des avocats avec une approche pluridisciplinaire des risques. Donc, je suis très heureux d'avoir rejoint ce cabinet parce que finalement, c'est aussi l'un des rares à avoir une expertise reconnue sur les questions aussi de souveraineté numérique. Donc, on était aussi fait pour quelque part se trouver. Donc, ça me permet de travailler sur ces questions-là également qui sont cruciales aujourd'hui. C'est pas mal de liens aussi à faire avec l'approche européenne sur ces questions. Donc voilà, je travaille pas mal sur ces sujets des deux côtés de l'Atlantique, effectivement. Super. Merci Sidi. Alors, sans plus attendre, il y avait deux sujets que tu avais parmi les milliards de sujets qu'il y a en ce moment. Beaucoup. Et que tu avais identifié qui mérite un décryptage. Bastien, on peut aborder le tout premier sujet, donc celui de Trump versus Slaughter et le Data Privacy Framework, si ça te va? Oui, c'est un sujet dont tout le monde parle effectivement depuis, entraîner des conséquences sans précédent sur la question des transferts de données personnelles vers les États-Unis. Il y aura probablement un avant et un après, oui. Alors, en deux mots pour comprendre un peu, parce que on en parle beaucoup, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de. Il faut comprendre déjà de quoi on parle quand on parle du Data Privacy Framework. En fait, par principe, en Europe, les données personnelles ne sont pas transférables hors Union européenne. Ça, c'est le principe. C'est-à-dire qu'on considère qu'elles sont elles circulent librement au sein de l'espace unifié qu'est l'Union européenne, mais à partir du moment où elles quittent ce territoire, par principe, ces transferts-là sont interdits. Alors évidemment, on ne peut pas se satisfaire de ça, donc il y a un cadre qui permet de passer outre cette interdiction de principe avec des dispositifs qui sont prévus par le RGPD. Je ne veux pas tous les passer en revue, mais l'idée, c'est que le dispositif principal, c'est ce qu'on appelle les décisions d'adéquation de la Commission européenne, c'est l'article 45 du RGPD. Donc en deux mots, la Commission européenne va aller faire une analyse pour les différents États, les pays tiers, de leur cadre réglementaire, des lois applicables en matière de protection des données, vérifier si les pays disposent d'une législation protectrice en matière de protection des données et disposent d'une autorité indépendante qui est là pour monitorer, pour assurer l'effectivité de cette législation. Et donc la Commission va rendre un certain nombre de décisions officielles d'adéquation pour un certain nombre de pays. Le Canada, par exemple, dispose d'une décision d'adéquation, à l'instar d'autres pays. Pour le cas des États-Unis, ça a toujours été particulier et controversé parce que la Commission n'a jamais officiellement reconnu que l'ensemble du cadre américain, du droit américain, est équivalent finalement au niveau de protection qu'il y a en Europe, notamment à cause des lois, entre autres choses, des lois de renseignement américaines que nous avons déjà évoquées d'ailleurs dans un épisode précédent. Mais il fallait quand même un dispositif, il fallait quand même un cadre qui permette des transferts vers les US, puisque des transferts vers les US, il y en a tout. Il y a eu des décisions d'adéquation, mais surtout des dispositifs qui permettent, qui reconnaissent pas un cadre global aux États-Unis qui est équivalent au droit européen, mais ce sont des dispositifs spécifiques qui permettent, qui permettent d'avoir un cadre de protection et qui permettent à des entreprises, à des organismes d'adhérer à ces programmes-là et à tous les
principes à respecter, c'est sur la base d'une base volontaire, et de s'auto-certifier donc auprès d'un organisme qui est le Federal Trade Commission, le département du commerce américain, qui est là pour tenir cette liste officielle. Et donc, il y a eu plusieurs dispositifs. Il y a eu 3 dispositifs en 26 ans. Donc, ça prouve que ce cadre-là n'est pas stable, qui n'est pas satisfaisant. Le premier par une première décision de la Cour de justice de l'Union européenne, suite notamment aux révélations de l'affaire Snowden sur les affaires de surveillance de masse. Le second dispositif, qui était le Privacy Shield, a été invalidé par une célèbre décision de la Cour de justice, c'est Schrems 2 en 2020. Où la Cour a estimé que les lois de surveillance américaines, il n'y avait pas de dispositif de protection pour les citoyens européens face à ces lois-là. Il n'y avait pas d'organisme juridictionnel qui permettait aussi de faire des recours, en fait, pour les citoyens qui s'estimeraient lésés. Donc la Cour a validé le deuxième dispositif, et puis il a bien fallu trouver autre chose. Et donc en 2023, il y a eu le dispositif actuel qui est le Data Privacy Framework, qui ressemble beaucoup au dispositif précédent, mais c'est vrai que le contexte avait évolué parce qu'avec sous l'administration Biden, il y a eu notamment un executive order, un décret de Biden qui a instauré un certain nombre de garanties supplémentaires. Effectivement, avec des organismes indépendants qui étaient là. Tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous dire quel type en fait de garanties ils apportent Des garanties qui sont décriées d'ailleurs, mais essentiellement limiter le cadre, le pouvoir de surveillance des agences de renseignement à ce qui est nécessaire et proportionné au but recherché, à savoir lutte antiterrorisme, préservation de la sécurité nationale aux US. Donc, comment? Avec des organismes, notamment un organisme indépendant qui s'appelle le Privacy and Civil Liberties Oversight Board, indépendant, composé bipartisan, donc à la fois démocrate et républicain pour assurer une parité, et qui est indépendant et qui est censé monitorer, surveiller en fait les activités de renseignement US. Attends, juste pour comprendre, qui choisit? Justement, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des organismes indépendants, donc ils sont issus des deux partis. Il n'y a pas de pouvoir. Normalement, pas de pouvoir du président de révoquer les membres, et ce sont des éminents spécialistes en fait de questions de préservation des droits fondamentaux et des lois en matière de vie privée et de protection des données. Ce ne sont pas des organismes politiques, ils ne dépendent pas directement de l'exécutif, et donc ils sont des garants effectivement de limiter un peu les pouvoirs d'investigation d'agences de renseignement. Mais il n'y a pas que cet organisme, il y a aussi les garanties procédurales et l'instauration d'une cour, d'un organisme juridictionnel, la Data Protection Review Court, qui a été instauré pour justement permettre aux citoyens européens de pouvoir saisir cet organisme, pas directement, mais à travers les autorités européennes, saisir cet organisme, c'est cette cour, pour pouvoir analyser, mener des enquêtes et vérifier si les activités de renseignement ne respectent bien, proportionnées et nécessaires, et qui ne contrevient pas aux droits fondamentaux des citoyens européens. Donc, ces garanties procédurales additionnelles avec le décret Biden ont permis à la Commission effectivement d'adopter ce nouveau dispositif, le DPF, en 2023. C'est pas un cadre parfait parce que l'indépendance de la Cour en question, surtout son effectivité, a toujours été remise en question. Le fait que ça dépende d'un décret de Biden qui peut ensuite être annulé, remis en question par Trump, etc. Donc c'est un cadre qui a toujours été précaire, mais qui est en cours. Excuse-moi, il y a des exemples parce que qui se saisit de ces cadres réglementaires, parce que c'est quand même pas tu vois toi et moi qui allons faire ça même au niveau de nos entreprises. Et est-ce que tu as des exemples d'entreprises qui l'auraient fait? Ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est que par exemple dans le cadre du FISA, si je me trompe pas, en fait t'es pas au courant si t'as été exposé ou pas. Donc en fait tu lances au hasard une enquête et qu'on s'en saisisse et voilà. Donc ça c'est deux questions. Ouais, non, mais c'est bien ça le problème. En fait, ce qui est intéressant dans ces nouvelles garanties, tout de même, parce que la Cour en question, elle est située aux États-Unis, le citoyen européen ne va pas directement la saisir et se déplacer aux États-Unis pour la saisir. Ça passe par un mécanisme qui est plutôt bon finalement, d'abord de saisir la CNIL, enfin l'autorité indépendante nationale, qui elle-même va saisir le Comité européen des données, qui est qualifié pour ensuite acheminer cette plainte auprès de cet organisme. Donc c'est plutôt pratique finalement.
Maintenant, la question, c'est de savoir, oui, cette séance de FISA, je fais l'objet de surveillance, je ne suis pas censé le savoir. Donc, comment est-ce que je peux saisir une course? Pourquoi toi ou moi ou un tel, demain, se saisirait de cette question s'il n'a même pas l'idée ou le soupçon qu'il fait l'objet de surveillance? Un sport un peu la queue, finalement. Ouais. Donc voilà, ça fait partie effectivement des questions qui ont toujours été soulevées depuis 2023. Et pourquoi ce dispositif a toujours été décrié, il a été remis en cause en justice. Enfin, il y a des actions qui sont pendantes, notamment lancées par Max Schrems et aussi le député Philippe Latombe. Et c'est vrai que l'actualité récente tend à le fragiliser encore plus. D'abord, le premier élément essentiel, c'était début 2025, puisque l'un des organismes dont je parlais, qui est censé monitorer les activités de renseignement, qui est le Privacy and Civil Liberties Oversight Board, les membres démocrates ont été révoqués par Trump. Alors, il y a des actions en justice pour attaquer cette décision de Trump. Mais en attendant, elle a été effective et ça remet en cause bien sûr l'indépendance de ce premier organisme. La Commission européenne n'a pas réagi depuis. On peut s'interroger du pourquoi, mais voilà, c'est un premier élément. Et surtout, effectivement, depuis fin juin, cette décision de la Cour suprême, Trump versus Slaughter, qui est déterminante. Pourquoi? L'un des piliers du dispositif qui fait que la Commission a reconnu une possibilité de transfert des données vers les US repose sur le fait d'avoir une autorité administrative indépendante qui est chargée d'appliquer et d'effectuer un monitoring, en fait, de protection des données des Européens sur le sol américain. C'est la Federal Trade Commission qui ne traite pas que des données personnelles, qui traite des questions de concurrence, des questions de protection des consommateurs, mais c'est l'autorité qui est indépendante. Sauf qu'aujourd'hui, la Cour suprême nous dit, suite à l'une des commissaires, c'est l'auteur, qui a été révoquée par Trump, que cet organisme dépend, oui, du pouvoir exécutif et que les statuts, les lois, en fait, qui instauraient cette indépendance sont inconstitutionnelles et que le président peut révoquer sans just cause, sans motif valable, les membres de la commission. Donc en fait, ça pose un problème, ça sape toute l'indépendance de l'organisme. Ça remet en cause une jurisprudence qui datait quand même de 1935, donc des principes qui étaient quand même ancrés. C'est tout le pilier de dispositif en fait qui reposait sur cette indépendance de cet organisme qui est reconnu officiellement juridiquement non indépendant du pouvoir exécutif. Donc aujourd'hui, effectivement, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il y a de sérieuses raisons, en tout cas pour que la commission puisse analyser ces revirements. Elle en a l'obligation, paragraphe 5 et 6 de l'article 45 du RGPD oblige la Commission à surveiller en permanence les évolutions législatives, jurisprudentielles dans les pays en question. Donc, à réexaminer en fait les conditions et à savoir si est-ce qu'elle maintient ou pas ce dispositif. Donc, et en sachant qu'il y a aussi des actions qui sont côté juridictionnel. Mais donc là, donc on est assez au clair sur le fait que t'as plus l'indépendance. En fait, la pyramide s'écroule. Mais si on veut être réaliste, on peut pas retirer ce dispositif qui permet finalement d'utiliser les données européennes en dehors de l'Europe, parce que tous nos systèmes informatiques, enfin, on a une vraie dépendance. Et donc, il se passe quoi si demain on dit bah non, c'est plus possible de sortir des données de l'Europe pour pouvoir les traiter? Ça veut dire quoi? Ça change quoi par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Ça change beaucoup de choses, mais c'est pas du tout hypothétique puisque ça s'est déjà fait par le passé. Ok. Deux possibilités. Soit le dispositif est invalidé, enfin non, est révoqué par la Commission européenne. Et donc dans ce cas-là, je pense qu'elle prévoira des mesures effectivement soit transitoires ou en tout cas c'est aussi pour ça qu'elle ne l'a toujours pas invalidé. Elle réfléchit aux conséquences. Donc je pense qu'il y aura certainement des alternatives ou même d'autres instruments juridiques qui existent. Par contre, si c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui invalide le dispositif, comme si elle fait comme en 2020, elle dira qu'il faut utiliser d'autres mécanismes, notamment ce qu'on appelle les clauses contractuelles type ou les binding corporate rules. En gros, c'est des cadres qui permettent spécifiques, qui sont respectent le cadre de la Commission européenne, mais qui permettent aux organismes quand même de transférer des données avec d'autres mécanismes juridiques et des mesures supplémentaires. Et les mesures supplémentaires, ça peut être du chiffrement, ça peut être, il y a des tas de mesures supplémentaires qui sont adaptées effectivement pour protéger quand même les transferts. Mais enfin,
personne ne se satisferait de ce cadre-là parce que ce serait, enfin, moi je me rappelle en 2020, tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'on fait? Quelles mesures supplémentaires? Surtout s'il s'agit de lois de renseignement américains, quel organisme européen a le pouvoir de limiter l'effet de ces lois-là par mesures techniques? On sait très bien que c'est limité. Donc finalement, je pense que c'est pour ça que le dispositif n'a toujours pas été invalidé, notamment par rapport aux conséquences. Mais on n'est pas du tout à l'abri demain que ne serait-ce que la Cour de justice qui invalide le dispositif. C'est juste, elle applique le droit, hein, la Cour. Donc en fait, à partir du moment où les conditions juridiques ne sont plus réunies pour que le dispositif soit pérennisé, elle invalide. Donc après, on en revient au fait que l'ensemble des organisations publiques et privées au sein de l'Union européenne doivent être proactives et avoir une vraie gouvernance de ces sujets, ne pas attendre de manière passive une éventuelle invalidation du dispositif. Tout le monde sait qu'il est fragilisé aujourd'hui. Il faut prendre des mesures, il faut refaire les analyses de risque et actualiser ce cadre-là pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on fait demain si jamais ce dispositif il est invalidé, quelles sont les alternatives aux différents services qu'on utilise. Oui, ça c'est une obligation. Et on en revient encore une fois à ces questions, oui, de souveraineté numérique, parce que ça va de pair. Là, on est juste sur le périmètre des données personnelles, mais c'est beaucoup plus global. Si le dispositif est invalidé demain, il faut des alternatives, et donc on en revient effectivement à cette question du marché de la souveraineté numérique, à la fois du cloud et de l'IA. C'est beaucoup plus global. Ouais. Réfléchir aux alternatives. La seule parade, c'est de trouver un dispositif juridique pour se sentir à peu près protégé. Certains diront que c'est du pragmatisme, mais je pense que c'est évident qu'avec tout ça, si la Commission n'a toujours pas pris de mesures par rapport à ce dispositif, c'est aussi par rapport au contexte économique, technologique et géopolitique. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça ne fera pas Enfin, on est arrivé à un tel niveau de remise en cause en fait juridique du dispositif que je vois mal comment il pourrait survivre à l'année 2026. Peu importe le contexte. Donc oui, je pense qu'il faut, on en revient encore, comme je disais, au cadre plus global, à la gouvernance, et je pense que aussi l'Union européenne a réfléchi et a sorti des projets aussi en matière de souveraineté numérique qui vont de pair aussi, c'est-à-dire qu'il faut trouver des alternatives. Ça, c'est le deuxième sujet. En fait, c'est la bonne transition. Merci déjà pour ce décryptage. Bon, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus long encore pour creuser encore plus. Juste si je résume, on a déjà fait un épisode là-dessus, mais on sait que la souveraineté, on a beaucoup de mythes sur la souveraineté. On a une espèce de souveraineté de façade du fait de l'exposition juridique à des lois extraterritoriales qui font que on est un peu limite. Et là, tu es en train de dire que en fait, il y a une partie de l'édifice qui est encore plus fragilisée. Et donc, qui fait que on est encore plus exposé par rapport à ces lois extraterritoriales. Il posait déjà un sujet, un problème. Là, on va pas parler de la technique, mais sur les initiatives en cours, le Secnum Cloud, sur les projets bleus, Sens, etc. On sentait déjà qu'il y avait un sujet. Et donc là, on est en train de voir l'édifice qui tremble encore. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ça tremble tellement qu'il va forcément se passer quelque chose. Et voyons ce qui va se passer, en tout cas sur le plan des dispositions juridiques qui peuvent être prises. Et donc, en parallèle, on a la présence d'esprit d'imaginer un petit peu des relais et Heureusement. voilà. D'où donc l'initiative du Tech Sovereignty Package et du CADA. Alors c'est quoi ça? Ça consiste en quoi? Et donc l'origine, ça vient vraiment de cette actualité, la remise en cause, ou c'est plutôt c'est juste accéléré? Qu'en est-il? Oui, alors ça vient pas de l'actualité, en tout cas de la décision de la Cour suprême, hein, puisque bien sûr ça a été réfléchi depuis bien avant. Bon, on le sait, hein, depuis un certain nombre de mois, mais d'années, ces questions-là deviennent de plus en plus cruciales, qui ont amené à une réflexion globale au sein des instances de l'Union. Et c'est vrai que le 3 juin, la Commission européenne a publié un projet, le Tech Sovereignty Package, qui est un ensemble coordonné de
textes, quatre projets de dispositifs qui sont coordonnés entre eux et qui traitent finalement de l'ensemble des sujets liés directement à la souveraineté numérique. C'est la première fois finalement que l'Union européenne sort un projet officiel vraiment qui prend la forme d'une politique industrielle en matière de souveraineté. Pas juste régulée, pas juste voilà. On a une politique coordonnée, plutôt ambitieuse, avec 4 dispositifs, l'un sur les semi-conducteurs qui sont bien sûr essentiels, hein, notamment pour l'IA, donc le Chips Act 2.0. Il y avait déjà un premier Chips Act, mais qui n'était pas très satisfaisant, on va dire. Donc on renforce ce dispositif. Le CADA, le Cloud and AI Development Act, celui sur lequel je vais m'attarder, qui est très important, qui est le pilier, une stratégie sur l'open source, et puis une roadmap en matière d'IA et digitalisation dans l'énergie. Alors attention, j'ai beaucoup lu là-dessus, mais ce n'est pas un texte qui est sorti en juin et qui s'applique directement et qui prône une préférence européenne pour les services européens et qui écarte tout service américain. Non, c'est pas du tout le cas. Remettons les choses dans leur contexte. Si je prends le CADA, le Cloud and AI Development Act, c'est un projet de règlement, donc ce n'est qu'un projet à l'heure actuelle, qui va suivre le cheminement législatif au sein de l'Union européenne, donc Parlement européen, Conseil, etc. Donc je pense que le texte version finale sera adopté moins dans 1 ou 2 ans. Et ensuite, donc oui, il est intéressant parce que le texte reconnaît les effets néfastes de la dépendance technologique envers notamment les US, mais pas que, hein, il y a la Chine également, et établit un lien aussi entre IA, cloud. Ce sont des sujets qui sont éminemment liés, data center, investissement en data center. Donc donc oui, c'est un texte impactant, mais voilà, ce n'est pas un texte de préférence européenne, comme j'ai pu lire. Déjà parce qu'il faut savoir que le droit, les projets de règlement de directive, le droit dérivé de l'Union européenne doit respecter les principes qui sont dans les traités fondateurs et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'Union européenne, ce sont les principes qu'on est les seuls à respecter. Ce sont des principes essentiels l'Union européenne est fondée sur des règles de non-discrimination fondées sur la nationalité. Les entreprises étrangères doivent pouvoir accéder au marché européen. On est sur une liberté d'accès à la commande publique, des principes de transparence, de concurrence libre et saine. Donc, on ne ferme pas le marché, en fait. Ce n'est pas du tout ça l'idée. En tout cas, c'est pas dans le texte. Par contre, c'est vrai que le CADA instaure. On n'est plus sur une souveraineté, je dirais philosophique, où à se demander quelle définition qu'on pourrait adopter de la souveraineté avec des composantes politiques. Non, on est sur du concret. On est sur des critères précis de souveraineté. Donc j'ai envie de dire l'approche un peu souveraineté marketing d'aujourd'hui finalement, avec cette approche-là qui est prônée par le CADA, elle ne pourra plus être pérennisée. On est sur pour la première fois une souveraineté qui est auditable par des tiers, par des agences nationales indépendantes, à l'instar de l'ANSSI en France. Donc auditable avec des critères qui sont dans des niveaux d'assurance. Il y a 4 niveaux d'assurance pour les contrats publics, puisqu'on est dans le domaine public. Et les fournisseurs en fait de services devront obéir à un certain nombre de critères et être classifiés par niveau d'assurance de 1 à 4 et qui sont des niveaux finalement je dirais de souveraineté. On va dire un peu du niveau 1 qui est un peu souverain au niveau 4 qui est très très souverain et en fait ces niveaux d'assurance quand on regarde chacun d'entre eux, il y a un ensemble de critères qui sont du moins contraignant, on va dire, au plus contraignant. C'est-à-dire que le niveau 1, on est plutôt sur les critères de localisation de services. Localisation en Europe des services, dont on sait qu'ils n'écartent pas les lois, notamment extraterritoriales américaines, etc. Donc, niveau 1, localisation. Le niveau 2, on va rajouter des critères qui sont beaucoup plus restrictifs. Donc, on est sur des critères de certification de services, de mesures contre tout ce qui est kill switch, on va un peu lever le capot de la chaîne logistique logicielle pour savoir s'il y a des logiciels étrangers qui sont incorporés dans la fourniture des services. On s'intéresse au personnel qui rend ce service-là, à la nationalité du personnel.
Et puis aux questions de dépendance, d'embargo, enfin il y a des tas d'autres critères qui s'ajoutent effectivement dans le niveau 2. Et puis le niveau 3, c'est tous ces critères-là plus des critères de nationalité d'entreprise, donc de propriété capitalistique en Europe. Et puis le niveau 4, là on est sur vraiment le très contraignant avec tout est européen et hermétique, c'est-à-dire qu'en fait on est sur un fournisseur capitalistiquement européen, contrôlé depuis l'Europe avec du personnel, toute une chaîne logistique européenne. Donc une approche très intéressante finalement, une approche qui est objective, fondée sur des critères objectifs, qui prennent en compte toutes les composantes, enfin la majeure partie des composantes des risques liés à l'usage de technologies étrangères et mesurable, auditable. Donc en fait, dans les marchés publics demain, effectivement, les fournisseurs devront à la fois obéir à ces critères-là, mais aussi se faire certifier. Alors pas pour le niveau 1 ou pour se faire auto-certifier, mais pour les niveaux plus élevés, ils devront passer par une agence nationale pour être audités et se faire certifier sur la base de ces critères-là. Donc c'est une approche beaucoup plus tangible, donc qui est très intéressante, qui peut être de nature à écarter certains acteurs étrangers, mais pour les niveaux les plus élevés d'assurance, pas pour tous les niveaux. Donc il y a un certain équilibre quand même. Et j'ai envie de dire que les hyperscalers avec les nouveaux montages et les nouvelles offres voilà, où il y a des entreprises de droit européen, enfin de droit local, qui sont en partenariat avec des hyperscalers, ne sont pas écartés de la plupart des niveaux d'assurance, en fait, puisqu'ils répondent, à mon sens, à une bonne partie des niveaux d'assurance. Donc, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que les hyperscalers US soient 100% écartés suite, enfin, dans le cadre de ces niveaux d'assurance et de ce projet de règlement. Donc, il n'y a pas de critères de préférence européenne. Ce sont des En tout critères cas, éminemment pas techniques. jusqu'au niveau 4, si je comprends bien. Parce que le Pas au niveau 4, du moins coup, ils jusqu'au sont... niveau 3, on va dire. Le niveau Ouais, 4 est ok. beaucoup plus restrictif, Ouais. mais attention, les niveaux d'assurance vont aussi en fonction des secteurs et de la sensibilité des secteurs. On va Ok. pas mettre un niveau 4 pour tous les marchés publics en Europe, non. On est plutôt dans le secteur de la défense, dans les marchés les plus sensibles pour le niveau 4. La Commission estime, attention, déjà que ce projet-là ne concerne que des contrats publics, mais en plus, dans les contrats publics, on estime que 70% des contrats publics relèveraient du niveau 1, voilà, environ 20% du niveau 2, 10% du niveau 3 et à peine 1% du niveau 4. Autant dire que ça n'écarte pas, massivement les hyperscalers US ou même autres de ces marchés-là, sauf pour les marchés les plus contraignants, les plus restrictifs. Donc ça, c'est une première chose. Et puis en plus, il y a des exceptions quand même. L'article 18, par exemple, permet à un fournisseur d'un pays tiers qui est reconnu, qui fait l'objet d'une décision de reconnaissance équivalente de la Commission européenne, à l'instar finalement du Data Privacy Framework dont on parlait, quand même de candidater, même s'il ne remplit pas l'ensemble des critères du niveau 3. Donc typiquement, tant que le Data Privacy Framework est valide, une entreprise, par exemple américaine, qui ne remplit pas l'ensemble des critères du niveau 3 pourrait quand même accéder au marché. Encore plus intéressant, l'article 30 permet en fait à tout fournisseur non européen qui ne remplirait pas l'ensemble des critères quand même d'être admis s'il est justifié qu'il n'y a pas d'équivalence en fait crédible, technologique crédible pour le besoin en question. On se rappelle des, Mais ça rappelle des change tout, ça. discussions. Ah bah ça change tout, mais on se rappelle du sujet du F Data Hub. Ouais. Où en fait on avait finalement estimé que oui, malgré les risques, on passe par Microsoft parce qu'il n'y a pas d'équivalence, alors que finalement, bizarrement, au revirement, ils ont fini par trouver une équivalence. Donc la question de l'équivalence technologique, j'ai envie de dire, elle est très subjective en fait. Donc il y a quand même des portes dérobées, on va dire Oui. ça comme ça, qui Je permettent sais- quand même. Je sais pas trop quoi en penser du coup. Parce qu'en fait, Ouais, tu vois, d'un côté, en fait, le truc c'est un peu à double tranchant. ouais, Que si le dispositif est là, tu peux te dire bon, ça y est, on est protégé, mais se penser protégé alors qu'on l'est pas, bah c'est encore pire. Donc tout va se jouer dans la sensibilité sur laquelle on va mettre totalement. le curseur dans quelle industrie égale quel niveau et Totalement, totalement. Mais ça ah fera ouais. l'objet des discussions les mois à venir de toute façon, dont on va beaucoup parler et il y aura des différences de vue aussi entre États membres, on connaît. Mais voilà, donc c'est pas non plus, ça n'écarte pas non plus l'ensemble des fournisseurs américains ou même chinois du marché. Euh, et euh, je dirais
pourquoi limiter à la sphère publique, en fait, au contrat public? Pourquoi ne pas finalement étendre aux organismes privés dont on sait que certains sont peut-être encore plus sensibles que certains organismes publics, mais qui sont tout aussi sensibles en fait en matière de gouvernance de risque, et qui devraient en fait être dans ce périmètre finalement et bénéficier de cette même grille de lecture par niveau d'assurance et par donc je pense qu'il faut étendre également à la sphère privée. Donc il faudra peut-être un texte là, un texte qui est quand même coordonné avec des dispositifs qui sont mesurables, qui sont auditables. Donc c'est une approche de la souveraineté qui est beaucoup plus concrète. Ok. Ouais. Mais c'est encourageant ce que tu me dis, si ça peut encore prendre toutes les directions. Alors il y a un point, on n'avait pas spécialement prévu, mais si tu peux en dire deux mots. Pour moi, ce sujet de l'équivalence technologique. Aujourd'hui, quand on remonte la chaîne de la souveraineté, qui pêche, c'est toujours les chips, surtout. Quand on parle d'IA, où tu es un peu dans l'impasse de te dire aujourd'hui de toute façon tu fais tourner des modèles, c'est sur des chips qui sont pas européennes. Et donc ça, c'est prévu dans la mouvance globale que tu évoquais avec le C'est un des textes, Act. un des dispositifs, oui. Est-ce que tu peux juste dire deux mots parce que je pense que c'est un pilier sans lequel en fait j'ai l'impression que le CADA, c'est peut-être pas le seul mais tiendra pas parce qu'on n'aura jamais l'équivalence technologique si on n'accélère pas sur ce volet-là. L'Union je parle de européenne. l'IA, j'ai un prisme très IA. Oui, non, mais tu as tout les semi-conducteurs sont des moteurs, bien sûr, de l'IA, sur lesquels et les défauts finalement du Chips Act version 1.0. Parce qu'il y a eu des avancées, il y a eu un certain nombre de factories, notamment en Allemagne. Enfin, il y a eu des choses qui ont été faites sous le premier texte, mais ça restait excessivement bureaucratique. Il y a eu des retards, il y a eu, c'est extrêmement complexe. Et puis un manque de cohérence aussi, c'est-à-dire que dans le même temps, on a quand même l'Union européenne qui signe un accord avec les États-Unis et qui prévoit quand même, qui accentue cette dépendance étrangère sur les semi-conducteurs avec des engagements de commandes et de donc en fait le Chips Act 2.0 est plus ambitieux, notamment sur les dispositifs et puis sur la recherche d'investissement. Après, il y a encore énormément de zones d'ombre sur ces questions d'investissement, sur donc, il sera discuté de toute façon. Donc, en fait, il faudra suivre là encore les débats au fur et à mesure que les dispositifs seront précisés. Mais on dirait qu'effectivement, le texte est plus ambitieux. Maintenant, le retard est quand même conséquent. Ouais, okay. Donc, et puis, ça passe par des politiques fiscales, ça passe par des tas de choses qui n'ont pas forcément été prévues, en fait, même par ce nouveau dispositif. Ok. Bon, ça c'est aussi une bonne nouvelle, mais sachant que là-dessus, si tu regardes le nœud, c'est toujours le financement, donc c'est un peu dommage. C'est ce que je dis la partie en fait, financement, bien sûr, notamment privé. L'accent est mis aussi justement sur les financements privés en fait, qui sont bien sûr sans commune mesure, enfin qui sont nettement inférieurs avec ce qu'on peut voir effectivement de l'autre côté de. Donc oui, on a ce retard et ce défaut structurel en fait au sein de l'Union européenne. Il faut renforcer les investissements, notamment privés, mais il faut un cadre. Il faut un cadre qui soit propice aussi aux investissements, un cadre unifié, et on n'y est pas encore. Ouais. Ok. Bon, globalement, on va pas se la jouer française. On voit qu'il y a quand même des initiatives que ça avance bien. Il y a des avancées, voilà, mais je pense surtout que les organisations, ce qui est hyper important, il faut être proactif, il faut structurer la gouvernance autour de ces sujets-là. On a encore trop une approche silotée, compartimentée. On parlait du DPF typiquement. Les DPO vont faire leur analyse de risque sur le prisme. C'est leur domaine. Les référents AI vont analyser en matière d'AI. Chacun va analyser en fait sous le prisme de ses compétences. C'est comme ça qu'on travaille encore aujourd'hui ces sujets-là. Et même les départements governance, risk, compliance, en fait vont auditer par package de texte. On va avoir une équipe DORA, une équipe NIS2, une équipe. Je pense que ces sujets-là aujourd'hui demandent une approche globale avec des centres de compétences dédiés, soit en externe, soit en interne auprès des organisations qui sont les plus étoffées en termes de ressources, et qu'il y ait une gouvernance transversale. Donc en fait des équipes avec des compétences juridiques, des compétences CISO, cyber, des compétences même en géopolitique.
qui sont essentielles parce que ça évolue tout le temps. Donc, un ensemble de compétences qui sont transversales et pluridisciplinaires et complémentaires, mais fédérées au sein d'équipes pour faire des analyses de risque beaucoup plus globales. Parce que ces sujets-là, aujourd'hui, si on prend ne serait-ce que les critères qu'il y a dans les niveaux d'assurance dont je parlais tout à l'heure pour le CADA, on a des critères juridiques, on a des critères technologiques, on a des critères un peu plus géopolitique. On a un ensemble de critères qui sont finalement très différents les uns les autres, mais qui sont interdépendants. Et c'est cette approche-là qu'il faut avoir en fait au sein des organisations avec des équipes qui soient pluridisciplinaires, mais sur des sujets de souveraineté, d'analyse de risque beaucoup plus globaux en fait. Pourquoi pas avoir à la tête de ces équipes une espèce de Chief Sovereignty Officer. Ouais, c'est ça. Qui a le lead en fait sur les sujets, mais avec des équipes vraiment pluridisciplinaires. Ouais, donc là c'est typiquement le genre de nouveau métier qu'on voit émerger, qu'on devrait voir émerger. Qu'il y a un besoin aujourd'hui, oui. Ah, c'est hyper intéressant. Pour prendre les mesures appropriées. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. Puis on se dit à bientôt pour les nouvelles aventures de la souveraineté en Europe. À bientôt Daphné, au plaisir. Merci. Salut. Bye.